Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du SECO. Nouvel épisode cette semaine, mon nom est Alexis Blais, je suis avec un nouveau co-animateur ici à la barre avec moi. Oui, moi c'est Martin Garceau. Bonjour Martin, comment tu vas aujourd'hui? Ah, écoute, ça va très bien. C'est vrai très ça? bien. Oui. Yes! Bon, on pourrait dire que ça pourrait être peut-être un petit peu mieux. Mais ça peut toujours être un peu mieux. Mais c'est ça, c'est ça. Comme c'était mon anniversaire vendredi. Ben oui, bonne fête, my God! C'est ça? C'est ça, t'as fait la fête hier soir, là. Exact, c'est en plein ça. C'est pour ça que justement, j'étais Ben comme oui. un peu... Ouh! Ben, c'est un podcast ici, on est ça. en mode relax, là. Exact. Qu'est-ce que t'as fait Ça va pour bien se ton passer. party hier soir? Ben, tu vois, il y avait Igloo Fest la dernière journée. OK. Donc, j'étais allé justement participer, puis c'était vraiment, vraiment très intéressant. Ce qui manquait, par contre, c'était la neige. Parce qu'il faisait quand Ben, même c'est chaud. ça l'affaire, un igloo pas de neige, C'est vrai, hein? ça tient pas fort. Non, pas du tout. Non. Tu sais. Mais s'il y avait eu de la neige, je pense que ça aurait été top. Ça aurait été 100%. Ok, Mais ça a été ok. Ça a été très, très le fun. Très le fun, oui. Tu sais, il y avait eu des artistes comme... bon, le main artiste, c'est Miss Monique. Je sais pas Miss si... Monique? Ouais. Ah, je connais pas du tout. C'était connais pas les DJ, c'était en ça. fait. Moi non plus, je connaissais pas tellement. Mais je voulais simplement y aller pour l'expérience et tout. Parce que comme c'était la première fois que j'y allais, donc c'était vraiment très intéressant. Peut-être que je vais prendre aussi cette expérience-là pour un de mes cours, Mon Dieu. Lequel? Ouais. Qui est musique de création et technologie. OK. Ouais, et ça nous demande de faire des sorties et de justement documenter nos sorties. Ouais. Euh, Donc, d'aller voir tous les DJ en ville. Ça peut. J'ai pas encore demandé si justement ça peut compter, Ben, mais c'est je suis ça. sûr que si, puisque ça C'est de la musique il y a de quoi. électronique. Exact. Il y a de la musique Qu'est-ce que tu veux de électronique, puis Il y a du son qui sort d'un ordi. Donc, d'un ordi, des ça coche haut-parleurs. de toutes plein les de cases. choses. Ouais. ben cool. Puis, on a avec nous aujourd'hui Estelle Schorp. Le grand plaisir de te recevoir. Artiste interdisciplinaire, artiste sonore, compositrice. Électroacoustique qui fait beaucoup, oh non, bon, musique algorithmique. Beaucoup de musique algorithmique et d'écologie sonore, entre autres, qui va nous parler de sa pratique et de ses pièces. Comment tu vas, Estelle? Ça va, Oui. ça va. Ah, Ouais, fatiguée, mais ça va. ouais, c'est ça. C'est- La vie, quoi. Moi aussi, je dois dire, la fatigue frappe un peu, mais c'est ça quand on est aux études. Ouais. Cool, on est très content de te recevoir aujourd'hui. Bah, je suis super contente d'être là, moi. Donc, Ben merci oui. de l'invitation. Ben oui, en commençant, tu travailles sur quoi ces temps-ci? Est-ce que tu as un projet de composition en cours ou là, tu as terminé ta maîtrise il y a combien de temps? En fait, je 2 veux ou tout 3 savoir ans en même temps. Je 2 veux ou 3 vraiment- ans, quelque chose comme ça. Ouais. 2021. Tu avais fait une maîtrise excuse-moi, à l'Université de Montréal. Ouais, Euh, avec Nicolas qui tu- Bernier. Avec Nicolas Bernier, tu l'avais fait. Cool, Mhm. cool. Ouais. Puis, elle portait sur quoi, cette maîtrise-là? Elle portait sur les environnements sonores interactifs avec une approche que j'appelais écosystémique. Mhm. Et donc, tout le sujet, en fait, c'était d'expliquer c'était quoi une approche écosystémique dans la création sonore. Puis, ça empruntait à la théorie des systèmes, l'écologie, les sound studies, pour un petit peu trouver une manière de faire de la création sonore aujourd'hui dans des enjeux de crise environnementale, OK. en gros. Ouais. Mm. Donc, l'écologie sonore, vraiment en termes même de questions écologiques, Mhm. de changement climatique, par exemple, est vraiment très, très central dans ta pratique? Pas forcément, c'est assez un large. des thèmes que tu as eu. C'est un des thèmes, c'est ça. Ok. C'est un des thèmes, mais c'est quand même assez large. Quand je parle d'écologie, c'est autant écologie qu'on pourrait dire, c'est ça, crise environnementale, mais aussi crise de la sensibilité, mais aussi écologie des médias. Il y a comme un petit peu quelque chose de quand même assez large qui englobe ce terme-là, écologie. Et je vais chercher dans différents endroits en fonction des projets que je fais. Mais je ne travaille pas, je suis loin de travailler exclusivement sur la crise climatique, en fait, presque pas du tout, finalement. Ok. C'est pas du tout ce qui est central dans mon travail. Mais c'est vraiment genre l'environnement en tant que tel qui te stimule dans ta création? En fait, ce qui me stimule, oui, c'est j'ai une attention particulière à l'environnement sonore et médiatique dans lequel on vit.
Puis ça a vraiment commencé avec une pratique du field recording. En fait, moi, j'ai commencé ma pratique du son, hormis ma formation de piano, qui date d'il y a vraiment trop longtemps. Je pense que tu as une formation même aux Beaux-Arts de Paris. Ouais. Mais ça, c'était quoi? C'était avant que tu tombes dans le son? C'est pendant. En fait, moi, j'ai fait du son en étant aux Beaux-Arts de Paris, mais j'utilisais vraiment le son comme un médium plastique. Donc vraiment, je me situais plus dans l'installation sonore, l'art sonore. Et c'est un peu à travers ça que je suis revenue à la musique, chose que j'avais complètement abandonnée depuis plusieurs années, parce que j'avais fait le conservatoire, puis j'avais pas aimé ça pour plusieurs raisons. Okay. Ben Et en fait, c'est par là que je me suis inscrite à des cours au conservatoire à Paris pour faire de la composition électroacoustique. Et c'est là que la musique est revenue. Mais c'est vraiment par le biais, finalement, des arts plastiques et de l'art sonore que la musique est revenue. Ouais. Qu'est-ce qui t'a mené justement vers cette création électroacoustique-là? Tu dis que c'est l'art plastique qui t'a mené vers l'an premier. Qu'est-ce que tu faisais comme pratique à ce conservatoire-là avant de retomber dans cette musique électroacoustique? Ben, moi, en fait, l'histoire courte, c'est que j'ai arrêté... Donc moi, je faisais piano classique et jazz au conservatoire. J'ai arrêté... j'avais 13-14 ans, je pense. Puis en fait, à ce moment-là, j'ai complètement mis toute mon énergie dans l'art visuel. Donc, je faisais beaucoup de vidéos. Et finalement, à la fin de mon secondaire, de mon lycée, j'ai décidé de tenter l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Et je suis rentrée avec un dossier très visuel vidéo. Okay, je faisais pas de son du tout. Et en fait, c'est aux Beaux-Arts, on avait un pôle numérique où là, on faisait tout ce qui était photo, vidéo, etc. Et il y avait un workshop qui s'appelait tout simplement Workshop Son. Et moi, j'étais curieuse et je me suis inscrite. Et en fait, ça va paraître un peu romantique, mais en fait, le moment où j'ai eu... Non, mais tu sais, ça fait un peu... Oh, waouh, c'est tellement... Mais le moment où j'ai eu un Zoom H4n dans la main et que j'ai fait de l'écoute amplifiée, j'étais comme, c'est mon médium. Genre, le son, c'est mon médium. Il y a eu un déclic à ce moment-là. Ouais. Ben, je pense que j'avais déjà une sensibilité assez accrue au son de par ma formation. Mais le fait, en fait, de redécouvrir l'environnement sonore, et pourtant des choses très banales, hein. J'étais pas dans une forêt tropicale, j'étais comme dans une école, t'as des bruits de pas, enfin, tu sais, je veux dire, il y a rien de... Mais j'étais comme, ok, là, il y a vraiment un horizon qui s'est ouvert, une étendue infinie de possibilités de, ok, en fait, je peux reprendre mon amour du son en sortant de ce que je considérais être de la musique. Puis ça a vraiment été un déclic. Puis c'est aussi pendant ce workshop-là que j'ai écouté pour la première fois, je sais pas, une des études de Pierre Schaeffer, c'est peut-être étude de chemin de fer ou je sais plus lequel, là. Et moi, voilà, j'avais 18 ans, j'étais complètement fascinée. Je me dis, oh waouh, mais moi aussi, je veux faire ça. En fait, je veux enregistrer des choses et je veux faire de la musique avec ça. Puis, je pensais jamais retourner au conservatoire de ma vie. Donc, j'étais super autodidacte. Puis, j'ai une très, très bonne amie qui était au conservatoire et qui me dit, mais tu devrais t'inscrire au cours puis venir prendre des cours de musique électroacoustique. Et moi, j'étais pas sûre, parce que le conservatoire, pour moi, c'était la bête noire. Hein. Je voulais plus jamais foutre les pieds dans un conservatoire de ma vie. Et je me souviens, je suis arrivée avec une boule au ventre pour rencontrer le prof. Qui était ce prof qui donnait les Gino cours Favotti. Okay. Gino Favotti, qui est pas très connu parce que c'est un gros anarchiste que j'aime beaucoup, qui s'est engueulé avec tout le monde. Mais j'ai adoré que ce soit mon premier prof parce qu'il nous a donné une énorme liberté dans la manière de composer. Et je lui dois vraiment beaucoup dans ma manière d'approcher la composition électroacoustique. Comment est-ce qu'il l'approchait, lui, la composition? De manière complètement anarchiste. C'est ça, il était anarchiste dans toutes les pensées. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, on n'était pas dans une recherche de perfection technique. On était vraiment dans qu'est-ce que tu as à dire. Comme, t'auras beau faire quelque chose de techniquement impeccable, si t'as rien à dire, c'est de la merde. Bon, je le dis un peu, c'est un peu intense des fois, là. Dès le début. Ouais. Parce que des fois, en électroacoustique, ça peut prendre un temps avant que tu aies quelque chose réellement à dire, je pense. Il y a quand même beaucoup de choses à acquérir. Après, ça peut être un discours musical. Tu n'es pas obligé d'avoir des grandes idées à dire, clairement. Mais c'est quoi le discours musical, en fait? Et en fait, moi, je me souviens, quand je suis arrivée, j'avais tellement l'impression que j'étais une imposteur parce que ça faisait des années que je n'avais pas vraiment fait de musique.
que je m'étais préparée presque avec mon espèce de CV comme oui, alors j'ai fait le conservatoire. C'était tout nouveau pour toi. Oui, j'ai comme j'ai quand même fait du piano. Prenez-moi. Puis il m'a regardé, il me fait alors je te dis tout de suite, le moins t'as fait de musique dans ta vie, le plus Le mieux. je te prends. Wow. Et j'étais comme c'est parfait parce que ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Il fait ok, très bien, tu peux rentrer dans mon cours. Mais tu sais, il avait cette approche-là comme très punk en mode moi je m'en fous que tu saches lire des portées, je m'en fous. Comme moi ce que je veux c'est de la sensibilité musicale et que tu l'exprimes. Et ça m'a réconciliée avec la musique en fait. Et même ça m'a même permis de comprendre qu'en fait tout ce que j'avais appris au conservatoire, ça me servait encore beaucoup. Tu sais, ça transparaît dans ma musique, je pars pas de rien. Mais ça m'a aidé un peu à le sublimer, à comme pas forcément le sublimer, mais le sortir un petit peu d'un cadre rigide dans lequel j'avais été pendant plusieurs années. Donc c'est comme ça que je suis allée vers la musique électroacoustique. Et j'ai eu une chance vraiment exceptionnelle parce que la première composition que j'ai faite a gagné un prix dans un festival. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné la confiance de continuer. Et là, je suis partie en échange d'études à Helsinki, où j'ai étudié à la Sibelius Academy en Music Technology. Et là, en fait, en faisant quasiment que de l'électroacoustique, c'est là aussi que j'ai découvert Super Collider. Je suis comme, OK, en fait, c'est de la musique que je veux faire. Quel était ce festival c'était quoi le nom du festival qui t'a donné ce prix, dans le fond? C'est Exhibitronic. Exhibitronic. Ouais. C'est un festival franco-allemand. Et c'est ça. Et en fait, c'est assez drôle, l'histoire. Je trouve que c'est pertinent de le raconter dans ce contexte parce que les 3 lauréats, le deuxième lauréat, c'était Alexis Langevin-Tétrault, qui est un ancien étudiant de l'Université de Montréal, la faculté de musique. Et c'est notamment grâce à lui que je suis venue à Montréal étudier. Parce que moi, j'avais jamais pensé aller à Montréal. Et en fait, c'est en le rencontrant et en parlant de mon travail qui se situait un peu le cul entre 2 chaises, là, entre art sonore, installation sonore, musique électroacoustique, composition. Il m'a dit viens checker le programme de musique numérique, regarde le travail de Nicolas Bernier. Et en fait, c'est clairement une des raisons pour lesquelles l'année d'après, j'ai envoyé mon dossier pour intégrer la maîtrise à l'Université de Montréal, puis continuer. Tout a déboulé. Ouais, non, c'est quand même tout a déboulé finalement de ce festival-là, ma première composition, mon premier bébé électroacoustique. Maintenant, j'ai beaucoup de tendresse pour cette compo, mais genre, ça va pas du tout sur plein de points, tu vois, mais c'est un peu ça qui a fait que, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à Montréal 3 ans plus tard, quoi. Puis cet art-là de l'installation sonore, est-ce qu'il existe aussi bien en France? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent? C'est assez vivant? Oui, bien sûr. Alors, mais après, le truc, c'est que la recherche-création, c'est quelque chose qui est très fort à Montréal. C'est quelque chose qui est très fort au Québec. C'est quelque chose qui est très peu présent en France. Ah, c'est vrai? Ouais. Hein? La recherche-création, en fait, c'est que tu fais le conservatoire. Donc, le conservatoire, c'est une approche particulière de la composition. Donc, tu peux faire de l'électroacoustique au conservatoire. Soit tu vas aller à Paris 8, mais c'est une approche beaucoup plus théorique. Et alors, Paris 8, c'est quand même recherche-création, mais volet théorique très, très intense quand même. Donc, c'est très, très recherche. Ouais, beaucoup plus recherche que création. Et en fait, c'est ça, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'artistes en France qui font aussi l'installation sonore, etc., il n'y a pas tant d'institutions. Mais tu sais, en même temps... Il y a quand même l'IRCAM, non? Ouais, mais l'IRCAM, c'est des formations plus type doctorat ou post-doctorat. Tu vas pas faire, à moins que je me plante complètement, mais selon moi, tu fais pas un master à l'IRCAM. Peut-être que je me plante. Mais en tous les cas, c'était pas un endroit pour justifier, mais pour expliquer à ceux qui nous écoutent, l'IRCAM, c'est l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique. C'est juste un acronyme. Bien sûr. Mais excuse-moi, tu continues? Non, peut-être qu'on peut faire un master à l'IRCAM, je sais pas, mais ça m'intéressait pas tant parce que l'IRCAM, il y a un côté beaucoup trop technique qui m'intéressait pas forcément. Moi, j'ai comme envie de quelque chose de plus artistique, c'est-à-dire qu'il y a autant d'importance dans la technique que dans une recherche esthétique et conceptuelle. Or, l'IRCAM, c'est beaucoup de développement d'outils. Puis moi, il y a un côté très ingénierie, en fait, à l'IRCAM qui, moi, m'intéressait pas forcément pour ma formation, en fait. Mais oui, c'est vrai que c'est un endroit... Les domaines se divisent quand même assez bien. On voit que c'est plus ingénierie des matériaux, on va dire, pour du son et tout ça. Puis ici, c'est plus à Montréal, recherche-création, style plus composition. C'est ça? OK. C'est intéressant.
Mhm. Ouais. Puis ici à Montréal, tu as travaillé avec Nicolas Bernier. Puis tu as étudié beaucoup les processus ou du moins les différents types d'organisations qui peuvent exister dans la nature au sein d'habitats d'insectes, par exemple. Oui. Tu as étudié les orthoptéranes. Les Les orthoptéranes, comment on dit? insectes orthoptères. Orthoptères. Orthoptères, ouais, c'est D'accord, ça. d'accord. Puis C'est la qu'est-ce qu'ils ont de famille particulier, eux des autres? criquets. Des criquets, C'est voilà. des insectes chanteurs. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Puis pour ta pièce Écosystème, Oui. tu as étudié comment eux communiquent Oui. Alors, entre eux. étudier a un bien grand mot, dans le sens où je ne suis D'accord. pas biologiste, mais j'ai Non? lu des articles. Non, je ne suis pas Ah. biologiste, mais j'ai lu des articles, justement, d'une biologiste en particulier, qui parle, justement, de l'évolution des techniques de communication des insectes orthoptères. Et en fait, dans cet article-là, ce que j'avais trouvé vraiment intéressant, c'était que le vocabulaire qui était utilisé, il était très musical. C'est-à-dire que la chercheuse, dont là le nom m'échappe, je m'excuse, je ne me rappelle plus, mais ça va peut-être me revenir à un moment donné. La chercheuse, elle parlait de rythme, elle parlait de formant, elle parlait de mélodie. Ah ouais. Qui sont toutes en fait des techniques que les insectes ont développées pour s'entendre entre eux. Et autre chose que je trouvais vraiment intéressant, c'était que, pour le dire très très succinctement, là, parce que je ne suis pas une spécialiste, mais les insectes ont 3 manières un peu de s'organiser, qui sont des techniques d'exclusion, ce qu'on appelle. Donc on va avoir l'exclusion fréquentielle ou exclusion spectrale, qui est celle qui m'intéressait le plus. C'est-à-dire que tu vas avoir certaines espèces d'insectes qui vont chanter, je ne sais pas, autour de 15 000 Hertz, et d'autres qui vont chanter autour de 13 000. Puis ça fait qu'ils peuvent chanter ensemble au même moment, puis savoir, ah, toi, t'es mon pote, toi, t'es pas mon pote, parce qu'on chante pas à la même fréquence. Puis ça, je trouvais ça quand même super intéressant. Il y a aussi de l'exclusion spatiale. Donc là, c'est tout simplement, mais ça n'a rien de simple, mais tout simplement le territoire. Donc, il y a des insectes qui vont chanter là, d'autres qui vont chanter là. Et il y a l'exclusion temporelle. Donc ça, tu as des insectes qui vont chanter le matin, d'autres le soir. Donc ça, c'est les 3 techniques qu'il y a un peu pour pouvoir s'entendre alors qu'on est plein à chanter en même temps. Et moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de super intéressant là-dedans parce que déjà, ça parle d'écoute. C'est-à-dire que les insectes, ils doivent s'écouter pour pouvoir se reconnaître et pour pouvoir évoluer. Et ça parle aussi de nous, en fait, notre présence en tant qu'humains dans ces écosystèmes-là hyper complexes. Notre présence sonore, elle vient perturber cette écoute-là. Et moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai mis l'attention. C'est-à-dire que là m'est venue l'idée non pas de décrire une pièce linéaire où il y aurait une espèce de hiérarchie de « ah, tel insecte vient avant tel autre, nanana », mais de vraiment travailler sur un système qui s'autorégule comme les insectes le font. Donc, c'est de là vraiment qu'est née la pièce écosystème. Et je dirais même c'est de là qu'est né vraiment le projet de maîtrise. Ça a été ma première pièce que j'ai faite quand j'étais en année préparatoire. J'ai fait une propédeutique juste avant de rentrer à la maîtrise. Puis c'est cette pièce-là qui a donné vraiment l'impulsion de « ah, mais dans le fond, j'ai envie d'explorer vraiment qu'est-ce que je pourrais avoir comme méthode technique, conceptuelle et esthétique pour parler de création sonore dans un contexte de crise écologique. » Je propose qu'on écoute un petit teaser d'une petite minute de cette pièce Écosystème, qui est une installation. Oui, c'est une installation. Voilà. Ça va comme suit.
Super cool. Il y a combien de haut-parleurs dans ce Je crois qu'il y en a 17. 17. J'ai 8 canaux, 17 haut-parleurs. Wow. Ce que j'aime beaucoup dans cette installation-là, c'est que non seulement le système s'autorégule lui-même, puis tu t'inspires beaucoup des différents types de colonies d'insectes pour envoyer certains signaux puis des réponses différentes à d'autres signaux, mais également, il prend en considération des sons extérieurs. Donc, le public a beaucoup une influence. A beaucoup d'influence, D'interaction. d'interaction. Puis, j'ai lu, là, je pense, dans la note de programme, ça dit que quand le public fait trop de sons, l'œuvre descend, là, l'œuvre s'arrête, se tasse en fait. un peu. Comme les insectes, finalement, qui n'arrivent plus à se comprendre quand il y a trop de présence humaine. C'est exactement ça. En fait, c'est ça. Donc, très vite, l'idée pour faire mon système qui puisse s'autoréguler, c'était de venir placer des micros au-dessus des haut-parleurs. Puis les micros deviendraient en fait comme les organes récepteurs, donc qui écoutent l'environnement. Puis là, ça arrive dans un système algorithmique qui fonctionne sur des systèmes de threshold. Puis j'ai une 60aine d'échantillons qui s'auto-organisent, en fait. Donc, qui vont... je sais pas, là, je dis un peu... dit très vite, par exemple... c'est ça, ce système-là va gérer l'entrée ou la sortie de certains types d'échantillons, qui sont des types d'insectes, et aussi leur spatialisation et leur amplitude. Okay. Donc, en gros, il y a une analyse qui est fréquentielle et d'amplitude. Puis tout cette espèce de bordel-là, parce que c'était vraiment un bordel, ce à quoi ça ressemble, c'est, OK, si l'échantillon 1 et 2 jouent à une certaine amplitude trop longtemps, eh bien, l'échantillon 24 va venir chanter avec eux. Mais si l'échantillon 24 arrive, il prend trop de place, bah, le 1 va s'arrêter, puis c'est le 3 et le 4 qui vont arriver. Enfin bref. Et tout ça fait qu'en fait, la pièce, elle, une fois que tu la lances, c'est-à-dire que tu lui donnes un espèce de trigger, en fait, bah, elle est partie pour toujours. Et elle s'essouffle jamais. Alors, évidemment, vu qu'il y a des micros, qui dit micro dit que les micros captent aussi l'environnement sonore de la salle. Et s'il y a trop de bruit... Alors, il faut quand même y aller. On s'entend, c'est la sensibilité... Moi, j'ai réglé la sensibilité des micros pour pas que ce soit trop sensible, dans le sens où c'est quand même une installation sonore, puis le but, c'est que quand il y a un vernissage, l'installation fonctionne. Ben oui. Or, quand il y a un vernissage, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent. Donc, ça va vraiment être pour des bruits très, très forts. Genre, mettons... t'as des travaux à côté avec un marteau-piqueur. T'as, je sais pas, un char de course qui passe. Ou tu t'approches très proche des micros puis tu te mets à taper avec tes mains. Là, ça va complètement déséquilibrer le système. Puis en fait, ça va résulter un peu comme... Il va bugger, en fait. Il va pas pouvoir continuer à évoluer. Parce qu'en effet, pour évoluer, il a besoin de silence. Puis là, il y avait aussi toute une réflexion... que je voulais avoir justement très écologie sonore, c'est-à-dire sur la place sonore qu'occupent les humains au sein de la biophonie. Et aussi, il y avait aussi je voulais prendre un peu à contre-pied tout un héritage de l'art interactif en général. C'est-à-dire que l'art interactif, souvent, ça va demander... d'être très actif, comme il faut que tu appuies sur tel bouton, sinon l'œuvre elle marche pas. C'est-à-dire qu'en fait l'œuvre n'existe pas sans le public. Et là, cette pièce-là, je l'ai appelée expressément installation auto-interactive parce qu'elle n'a pas besoin des auditeurs et des auditrices pour fonctionner. Donc oui, elle est interactive par définition parce que le micro va quand même capter ce que tu fais, mais il n'a pas besoin de toi. Et l'idée, c'était vraiment de dire comme c'est ça, c'est une pièce qui n'a pas besoin de présence humaine pour continuer à rouler. Donc là-dedans, il y avait un peu un espèce de contre-pied de finalement l'interaction qui est attendue, le type d'interaction qui est attendue, c'est une interaction qui est très contemplative, qui est très silencieuse et qui est très non essentielle. J'ai pas besoin de toi pour que la pièce fonctionne. C'est un beau commentaire sur la place, des humains.
Mais donc, ça, en tout cas, c'était la manière dont je voulais aborder ce sujet-là. Ça fait que la pièce fonctionnait. Enfin, dans le sens où c'est pas juste conceptuellement la pièce fonctionne pas sans toi, c'est que pour vrai, techniquement, elle fonctionne bien sans toi. Elle fonctionne mieux sans toi. Wow. Non, mais c'est vrai. Si t'es pas là pour beau. faire du Non, bruit, c'est beau. elle va mieux fonctionner. Donc, c'était un peu comme complètement un contre-pied à l'art installatif en général qui a vraiment besoin du public pour lancer quelque chose. Ça va comme un peu à contre-courant de ce qui se fait en ce moment, où c'est vraiment totalement le contraire que tu fais au niveau de l'interaction avec le public. C'est comme tu l'as expliqué. Bon, habituellement, c'est le public qui fait quelque chose et là, le son, il sort. Au niveau de l'interaction, mais toi, c'est plutôt le contraire. C'est si le public fait quelque chose, il n'y a plus de son. Fait que c'est vraiment très intéressant d'avoir pris cette approche-là et ça fait en sorte que ton œuvre se distingue des autres. Et je trouve ça vraiment intéressant. Sinon, au niveau de la composition, est-ce que, parce qu'on s'entend, il y a un algorithme à l'intérieur, est-ce que tu l'as fait à partir de Super Collider, à partir de où et de comment tu l'as composé? Alors, ici, c'est un système qui est fait dans Max for Live. OK. C'est ça, en fait, la manière dont j'ai fonctionné, c'est que j'ai 60 échantillons que j'ai classés en, que je me souvienne bien, 4 catégories. J'ai des insectes naturels qui sont des samples, enfin des échantillons de field recording que moi j'ai fait. Puis là, après, je les ai juste comme EQA pour venir isoler chaque espèce. J'ai les insectes qui sont artificiels, c'est-à-dire que c'est de la synthèse. Il y a de la synthèse analogique puis de la synthèse numérique. Synthèse numérique qui était faite dans Super Collider, par contre. Et j'ai des oiseaux, quand même, parce que je peux pas m'en empêcher. Et des signaux, ce que j'appelais des signaux. Donc ça, c'était des échantillons un peu plus forts que les autres, pour que si à un moment donné, pour une raison que j'ignore, le système s'essouffle, qu'à un moment donné, il y ait des sons un peu forts qui arrivent pour re-trigger. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui est arrivé dans le processus où je remarquais que... Ça a rendu un problème. Là. Ouais, Okay. exact. Est-ce que c'était ton premier problème? Non. Ou c'était... C'était... Waouh. Bah, déjà, en fait, premier problème, c'était plus que ce soit chaotique. C'était pas que ça s'essouffle. OK. Puis moi, je voulais pas que ça ressemble à n'importe quoi. Je voulais quand même qu'il y ait des motifs. Je voulais quand même qu'il y ait une certaine musicalité. Je voulais travailler quand même une musicalité. Et je voulais pas juste que ce soit un espèce de dessin, un peu c'est n'importe quoi tout le temps pendant 1000 ans. Et ça a été le plus compliqué parce que la première idée à la base d'écosystème, c'était d'en faire une installation qui était immersive. Donc moi, je pensais venir suspendre des haut-parleurs dans l'espace et que les auditeurs, auditrices se baladent à l'intérieur de l'installation. Et mettre plusieurs micros. Sauf que là, c'était n'importe quoi, okay, parce que les micros captaient tout. Donc ça n'arrivait pas à se développer. Il n'y avait pas d'évolution dans la pièce. Donc c'est là que j'ai décidé de plus de concentrer en fait l'énergie acoustique en faisant cette espèce de meuble-là, un peu type pupitre. Donc j'ai concentré toute l'énergie acoustique à un endroit et mis les micros juste au-dessus, qui sont des micros cardioïdes. Donc pour qu'il y ait quand même que les micros captent en premier lieu ce qui sort des haut-parleurs et pas ce qui arrive de n'importe où, en fait. Parce que là, c'était ingérable, parce que ça me faisait comme comportement. Et là, j'arrivais pas à gérer, c'était un comportement complètement chaotique. Une fois que j'avais fait ça, en fait, c'était tout un truc de jeu des fois, elle s'essoufflait, l'install. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus assez de jus. Il n'y avait plus assez de trigger, elle était plus assez sensible. Et en fait, à un moment donné, elle s'essoufflait ou bien elle revenait toujours sur une loupe. Il n'y avait plus qu'un seul insecte qui jouait pour toujours. Puis ça a été le plus chiant parce qu'en gros, j'ai des heures de plaisir, mais je montais l'install, puis je travaillais à côté.
Puis le but, c'était comme, OK, là, ça fait 6 heures, elle s'est pas essoufflée. OK, là, ça fait 12 heures, elle s'est pas essoufflée. OK. À un Wow. moment donné, comme j'enregistrais comme la nuit aussi pour voir si elle continuait. Puis à un moment donné, je me suis dit que j'allais lâcher prise quand j'étais sûre que pendant 48 heures, elle bougeait pas. Parce que je pouvais pas, évidemment, vérifier si pendant toute la vie, elle allait pas s'essouffler. Mais pendant 48 heures, j'ai trouvé les justes niveaux. J'ai comme réglé à la mitaine tout pour que pendant 48 heures, je sois sûre qu'elle s'essouffle pas. Et je l'ai montré pendant une semaine au FIMAV, elle s'est pas essoufflée. Mais à chaque fois, c'est un peu Mais comme... c'est un travail de précision, quand même. D'équilibrage. oui, très, très voilà, c'est ça. impressionnant, ouais. Ouais. Non, c'est clair. Mais sur le coup, quand j'ai vu que je devais faire ça, j'ai eu quand même un peu peur parce que je me suis dit, ça se peut que ça marche pas, mon affaire, en fait. Hein. Ça se peut vraiment que ça s'essouffle quand même. Puis à un moment donné, comme... À force, c'était à la mitaine puis de la patience, quoi. Genre, Mais comme... Moi, il y a une question là-dessus que j'arrête pas de me poser, c'est t'as pas rencontré des problèmes d'arsène, de feedback? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, oui, c'est une boucle de rétroaction, mais moi, en fait, je coupais... ce que ça prenait, c'était des données acoustiques, mais après, ces données-là ne ressortaient pas telles quelles. Donc, j'avais pas de l'arsène du tout, j'avais pas de boucle acoustique. J'avais seulement comme... Je prenais les données de l'amplitude et de la fréquence. Ça allait dans mon algorithme, mais ça ressortait pas. Je coupais juste comme... Ce qui ressortait, c'était les échantillons. Mais alors, à un moment donné, j'ai quand même mis... à un moment donné, je me suis dit, j'ai quand même envie que ça ressorte. Donc, j'ai quand même fait une boucle, un chemin, où ce qui passait dans les micros ressortait. Donc, j'avais une espèce de mini Larsen avec du mini délai. Puis là où ça a été intéressant, c'était justement pour tout ce qui était son environnant. C'est-à-dire que s'il y avait un gros son, donc quelque chose qui tombe dans la salle ou, je sais pas, des travaux ou un gros impact, ben ça, en fait, il était intégré ensuite dans l'écosystème. Donc, l'installation le ressortait, on pouvait le réentendre. Donc, il y avait un peu un truc où j'avais envie c'est ça, de prendre les sons extérieurs aussi et de les intégrer à l'intérieur de l'écosystème. Wow. Mais ça, c'était comme Puis juste ça a au fur et à mesure. fonctionné dans la pièce finale? Ouais. Il y a ça? Ah ouais, wow, Ouais. OK. Mais c'est tellement... il faut tellement que ce soit fort comme que c'était impossible qu'il y ait du Larsen. C'est genre, c'était vraiment... non, c'est ça, c'était impossible. Puis ça, cette installation-là, elle a été installée où? Où est-ce Elle a qu'elle été jouée? installée... Alors, la première fois que je l'ai montrée, c'était aux Ultrasons en 2019. OK, ouais. Donc, je l'avais montrée... Je l'avais montrée dans le foyer. Et j'étais un peu... j'étais pas contente parce que la faculté de musique, c'est l'endroit le plus moche sur Terre pour comme l'installation parce que toutes les couleurs sont LED. Prendre des photos, c'était l'enfer sur Terre. Il y a une moquette moche. Le carrelage est d'une couleur... En tout cas, si Nicolas Bernier m'entend, il sait de quoi je parle. C'est comme se battre contre ce carrelage dégueu. Donc, c'est ça. C'était cool, mais je n'étais pas satisfaite parce que je n'avais pas les bonnes photos. Puis après, j'ai eu l'occasion de le remontrer en 2020 au Centre d'exposition de l'Université de Montréal. Là, c'était genre des super belles conditions. C'était super beau. Et ensuite, au FIMAV, à Victoriaville, en 2021. Donc ça, pareil, genre super belles conditions. C'était très, très cool. Ouais. Puis tu t'intéresses pas juste au chant des criquets, tu t'intéresses aussi aux perroquets éduqués. Oui, partiellement éduqués. Je suis désolé, j'ai oublié. Pas grave, Partiellement c'est très important. éduqués. Ben oui, une pièce que tu vas créer au Conservatoire ce 23 mars. 14 mars, c'est vrai? Ouais. Désolé. 14... Mais non, 23 mars, c'est le concert du SECO. Ne ratez pas le concert du SECO le 23 mars. Super chaud, en tout cas. On va sortir ça maintenant. Mais non, le 14 mars. Le 14e pièce pour gramophone et ordinateur. Oui. C'est quoi ce projet-là? C'est quoi? Gramophone. J'ai jamais vu un gramophone sur scène. C'est vrai? Jamais. Eh bien, écoute, si tu viens le 14, t'en verras. C'est quoi cette pièce? Alors, cette pièce... Je suis très contente de cette pièce. Ouais. Mais j'ai travaillé fort dessus, là. Ça a été comme... Tu sais, il y a des pièces que tu sais... Il y a des petites pièces, puis il y a des grosses pièces. Puis celle-là, c'est une grosse pièce. C'en est une grande. C'était long, quoi. Donc, oui, le résultat, c'est sûr, est plus... J'étais beaucoup plus impliquée pendant beaucoup plus longtemps. Donc, ouais, c'est un bébé, celui-là. Puis, tu sais, je dirais que j'avais pas eu de bébé depuis Écosystème. T'as passé combien de temps dessus? 6 mois. Mais 6 mois intenses, là. Genre, OK, puis Écosystème, c'était combien de temps? 4-5 mois. 4-5 mois? Ouais. Ah, quand même.
Mais ouais, donc, alors en fait, cette pièce-là, elle est née dans un contexte vraiment particulier, parce que j'ai eu l'occasion d'aller faire une résidence à la College Biennale Musica à Venise. Donc j'ai participé à un open call, en fait, où ils sélectionnaient 10 compositeurs, compositrices âgés de moins de 30 ans. Et l'idée, c'était de venir développer pendant 8 semaines à Venise, avec des mentors, de venir développer une pièce qui serait présentée à la Biennale de Venise en octobre. Et moi, en fait, bon, évidemment, déjà, je pensais pas être prise parce qu'il y a que 10 personnes qui sont prises. Donc, moi, j'étais comme à milieu de penser que j'allais être prise. Et en fait, l'anecdote est quand même drôle. Moi, j'adore comment chaque pièce commence. C'est toujours des anecdotes comme tellement n'importe quoi. Mais en fait, à ce moment-là, donc c'était il y a quasiment un an, en fait. C'était en février 2023. Je me dis, bon, allez, écoute, je vais tenter. Hein, on sait jamais. Et j'étais en train de travailler sur un projet de doctorat qui s'intéresse justement à l'histoire des technologies de reproduction sonore et notamment l'histoire de enregistrement de paysages sonores. Et donc, en fait, au cours de mes recherches, je tombe sur Ludwig Korh, qui est le premier à avoir fait, en fait, qui est la personne qui a fait le premier enregistrement d'oiseaux en 1889 en Allemagne. Wow. Et bon, j'écris là-dessus, là je vois l'open call, puis bon, un peu, je sais pas, le multitasking, des fois c'est compliqué, je me dis bon, j'ai pas l'espace, je suis tellement prise dans ce truc de doctorat, j'ai pas l'espace mental d'inventer quelque chose, je vais proposer une pièce qui parle de ça. Mm-hmm. Puis l'open call était sur, est-ce qu'il y avait un thème? Pas du tout. C'était vraiment ouvert. Si, il y avait peut-être mais un thème super ouvert, quoi. Mais tu l'as genre musique électronique. Enfin, vraiment un thème assez facile de justifier que ça rentre là-dedans, tu vois. Donc, tu as utilisé ton mon projet de doctorat, doctorat, en fait, les recherches que j'étais en train de faire, je me dis, je vais utiliser ça pour faire une pièce, pour proposer une pièce. Puis à la base, la pièce, moi, je sais pas, j'ai fait ça, j'étais dernière minute et je me suis dit, je vais faire du live coding. Voilà, je vais faire du live coding. Puis, c'est quoi du live coding? Live coding. Live coding, ouais. OK. Ouais. Et en me disant, c'est cool, je suis sûre qu'on n'en a pas beaucoup vu à la Biennale de Venise du live coding, peut-être que c'est ma chance, tu vois. et c'est ça, donc bref, j'ai été prise, je vais à Venise, puis là, je développe un peu le projet, puis à un moment donné, je me dis, bon, finalement, le live coding, ça me fait un peu chier, j'ai pas vraiment envie de faire ça, là, j'ai envie de me dépasser, et vraiment, genre, cette pièce, c'était vraiment un challenge. Puis je me suis dit, en fait, ce qui serait trop cool, c'est d'avoir un gramophone. Mm-hmm. Et d'avoir un gramophone augmenté. Donc, de faire vraiment de la lutherie numérique avec ce gramophone-là. Donc, En fait, le titre n'a jamais changé. Le titre, dès lors, février, c'était « A conversation between a partially educated parrot and a machine ». Donc, moi, je savais qu'il y avait ce niveau de conversation que je voulais entre différents types de technologies et entre différents types de sons. Donc, moi, je me dis, si je prends un gramophone qui est comme l'outil emblématique de la reproduction sonore, c'est tout le monde sait c'est quoi un gramophone. Même si tu n'en as jamais vu un en vrai, tout le monde sait, avec le pavillon, etc. C'est quand même un objet ultra emblématique. Puis je me dis, mais ça, je vais l'équiper de capteurs et ça va devenir un instrument de lutherie numérique qui va me permettre de gérer en temps réel des sons. Ça, c'était l'idée de base. Okay. Ensuite, je me dis, ce serait vraiment le fun de trouver les disques originaux de Ludwig Korh. Parce qu'à date, je m'étais dit, je vais travailler qu'avec des archives. Donc, j'ai travaillé qu'avec des archives numérisées. Mais je me dis, maintenant, si j'ai un gramophone, il faut que je trouve les disques chez LAC. Ça te prend le disque? Ouais. Mais le gramophone, où est-ce que tu l'as trouvé? Sur eBay. Sur eBay. Sur il y eBay, en a plein. Il y en a plein, OK. Ouais. Puis eBay, c'est incroyable. Hein. J'ai redécouvert à quel point c'est incroyable. Parce que là, justement, j'ai écrit au Musée des Ondes, Émile Berliner, en dire, où est-ce que je peux trouver des enregistrements d'oiseaux du début des années 20? Parce que moi, c'est quand même un peu rare. Bon, je vais sur eBay. Je trouve la pépite. Je trouve l'intégralité. Un oiseau. Un perroquet. Non. Ouais. Je trouve l'intégralité des 6 volumes des... comment ils s'appellent? Les British Birds, je sais pas quoi, qui est comme 6 enregistrements de Ludwig Korh qui ont été réalisés dans les années 30. Les originaux, que je trouve sur eBay, vendus à 6 livres. J'étais comme, c'est une blague. Wow. La personne ne se rend pas compte à quel point c'est de l'or. Bon, je les ai tous commandés. Puis, du coup, j'ai joué les vrais
disques shellac originaux de Ludwig Korr. Et aussi, évidemment, les mêmes échantillons, mais numérisés. Donc, c'est ça. Je ne sais plus s'il y avait une question. Là, je pars un peu dans tous les sens. Mais Donc, tu as utilisé ces disques-là. Est-ce que c'est ces disques-là que tu utilises live sur la scène? Ouais. Donc, tu les joues live. Ouais. C'est incroyable. Puis c'est les originaux que lui a gravés avec les instruments. Il y en avait plusieurs. Alors, c'est les originaux, dans le sens où il n'y avait pas une seule copie, évidemment. Mais c'est dans la première batch. les shellac des années 30. Quoi. Incroyable. Genre... Le 14 mars, hein, c'est ça? Oui, 14 mars. Il ne faut pas oublier. Un petit retour, tu sais. Parce que... OK, puis, puis comment se passe cette performance-là? Comment as-tu travaillé le gramophone? Tu pensais au départ mettre des capteurs dessus? Oui, alors le gramophone il était équipé de 3... Alors c'est bien parce que je vais devoir le ressortir là, pour le 14, donc il faut que je me rappelle. Mais il y a 3 capteurs capacitifs qui permettent en fait de détecter des changements de potentiel au niveau de la tension électrique. Okay. Donc en fait, quand tu touches, tu as une impulsion électrique qui est envoyée. Donc ça permet en fait c'est comme si c'était des boutons, si tu veux. Tu touches quelque chose, puis là, ça envoie un trigger ou des données dans Super Collider. Ça capte le matériau de l'objet. Ouais, il faut que ce soit mis. Non, en fait, il faut que ce soit mis sur des endroits qui sont métalliques pour justement qu'il y ait de la conduction électrique. Donc moi, j'en avais un sur le bras de l'aiguille. Okay, parce que moi, je voulais que ce geste-là... Ça a été ça a été... Oh my God, je me remets là-dedans et c'était tellement de travail. Mais là, je me dis, ça va être quoi les gestes que je vais faire? Parce que je vais performer avec un gramophone, mais c'est comme si on me disait, OK, dans 2 mois, tu joues avec du violoncelle. Mais j'ai jamais joué de violoncelle, moi. Donc, il faut que j'apprenne à jouer du gramophone. J'ai aucune idée comment on joue du gramophone. Puis surtout, c'est quoi le type de geste qui va être intéressant? Parce que je voulais rester proche de l'objet et de ses possibilités. Je voulais pas faire quelque chose de trop excentrique. Je voulais vraiment que le gramophone ressemble à un gramophone. Il n'y a pas d'extension, il n'y a rien, on ne les voit pas, les capteurs. Donc, je me dis, bon, déjà, le bras qui s'ouvre, qui se redescend, c'est déjà un geste que je peux travailler, qui est très clair, qui se voit. Et ça, déjà, il va y avoir une interaction avec le son. Je ne savais pas encore exactement quoi, mais il y avait de ça. J'en avais un sur un espèce de petit loquet qui sert à accélérer ou décélérer la vitesse de la courroie. Donc ça, en fait, quand je le touchais, ça faisait aussi... ça envoyait des données au programme. Et j'en avais un 3e sur un espèce d'autre petit loquet. Ça, t'as le disque qui est comme ça, t'as les loquets qui sont ici. Celui-là, c'est le loquet pour arrêter le disque ou le relancer. Donc ça, c'est cool parce que ça permet de faire des gestes très secs. Donc tu sais quel type d'interaction tu vas avoir par rapport au geste de l'aiguille qui est peut-être beaucoup plus lent. Donc, moi, je voulais travailler des gestes qui sont très petits, c'est très minimal, mais qui sont visuellement facilement reconnaissables et en fonction de l'interactivité choisie avec le son, où c'est super clair ce qui se passe. Moi, je voulais que ce soit super clair ce qui se passe pour le public. Et enfin, dernièrement, moi, je voulais travailler avec le disque. Donc, j'avais un capteur de position et un accéléromètre sur le poignet. Donc, en fait, quand je venais travailler le disque comme ça envoyait des données en continu sur l'orientation et accélération. C'est ça. Donc, c'est toutes des manipulations qui touchent à la fonction première de l'objet. Il n'y a rien sur le pavillon, sur les autres parties de Non, ça, c'est... Les gens me disaient, le pavillon. Je me disais, mais personne n'utilise un gramophone en utilisant le gramophone. En utilisant le pavillon. Moi, il y avait un côté très... Il y a un aspect très documentaire à cette pièce-là aussi. Donc, je voulais pas qu'il y ait quelque chose de trop excentrique. Un gramophone, c'est un gramophone. Il n'y a pas besoin de toucher le pavillon. Ce qu'on touche, c'est ce qui nous permet de manipuler le disque, en fait. Donc, c'est l'aiguille, c'est le truc pour décélérer, accélérer, c'est le truc pour l'arrêter, et c'est le disque lui-même. Puis, je me suis limitée à ça. Mais j'avais peur. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec... J'ai rien, j'ai quasiment pas de geste. Ouais, il y a quelques boutons, quelques mais c'est quand même affaires. pas grand-chose, hein. T'as vite fait le tour, quoi. Donc, moi, j'étais quand même un peu... Je me dis, les gens vont s'ennuyer, comment je vais faire pour trouver quelque chose? Non, mais c'était... 14 mars. 14 mars. 14 mars. Mais... Non, mais c'est bon, je l'ai fait, en vrai, ça fonctionne. Mais avant que je la joue le 19 octobre, là, c'était ma plus grosse crainte. C'était d'épuiser un peu la gestuelle et le vocabulaire. Moi, j'avais une question, dans le fond. C'était, comment est-ce que tu te perçois par rapport à la technologie qui t'amène à faire cette pièce, dans le sens où, si tu veux, pour un peu te guider,
Est-ce que tu es plus dans une optique où, parce que là, tu l'as fait avec Super Collider, OK, mais ça, c'est juste Super Collider, il n'y a pas de max? Non. Non, OK. Super Collider, puis là, un gramophone, puis des disques. Mais en soi, est-ce que tu te trouves en position de dominance par rapport à la musique ou plus en position où tu fais partie d'un système où la musique, ta composition, ce qui se fait dans Super Collider, tu ne le contrôles pas nécessairement. Puis c'est comme une espèce de relation équivalente où la technologie prend le dessus sur toi, tu sais. C'est une bonne question que je me suis jamais posée, pour être honnête. Je pense que mon rapport à la technologie est très utilitaire. Une technologie m'aide à exprimer quelque chose. Donc, j'ai quand même un ascendant sur la technologie dans le sens où c'est pas Super Collider qui fait n'importe quoi. Moi, je sais exactement ce que je veux, puis je code exactement ce que je veux. Tu sais, on n'est pas dans de l'intelligence artificielle, on n'est pas là-dedans. Puis après, moi, le fait de travailler plus dans une pensée algorithmique, c'est sûr que je laisse beaucoup, beaucoup de place à des processus de hasard, mais des processus de hasard contrôlés. C'est-à-dire que ça va jamais être chaotique. Moi, je sais quand même... Tu sais, c'est du hasard, mais avec des règles. Puis comme, va piger dans ces règles-là, mais ces règles-là, c'est moi qui les ai écrites. Donc, je suis jamais complètement surprise. Je sais à peu près qu'est-ce que la machine peut me sortir. À quoi t'attendre. Ouais. OK. Ouais. Genre, tu te sens un peu en contrôle de ce que tu fais? Ouais. OK. Ouais. Parce que quand, par exemple, tu es musicien et tu fais partie d'un conservatoire, ton rapport à ton instrument, c'est pas le même que nécessairement ton rapport à, par exemple, à ta programmation que tu as faite, puis ce qui te permet d'avoir une interaction avec ce qui te... de faire du son, de sortir du son de ton programme. Donc, au niveau conservatoire, tu es plus dans une, je dirais, de ce que je vois, de ce que j'ai pu lire, c'est que tu es plus dans une position de dominance par rapport à ton instrument. C'est toi qui vraiment contrôle ton son à 100%. Puis, dans l'autre côté, où c'est plus comme, plus technologique, que ce soit synthétiseur ou programmation, c'est peut-être différent. Chaque personne le voit peut-être différent, tu sais, je sais pas. Fait que c'est pour ça que je pose un peu la question. Et parfois, peut-être, est-ce que tu te sens peut-être tu te perds des fois dans la technologie? Non, je pense pas. Genre, tu t'oublies ou je sais pas? Non. Alors déjà, juste pour revenir sur ce que tu dis, c'est que, en fait, par rapport à quelqu'un au conservatoire qui aurait un instrument acoustique, par exemple, en fait, moi, c'est que je suis pas juste compositrice, je suis pas juste interprète, je suis compositrice, interprète et luthière. C'est-à-dire que j'invente un instrument qui n'existe pas et j'apprends à le jouer. C'est ça. Sauf que cet instrument-là, je l'ai construit du début jusqu'à la fin. Donc oui, j'ai clairement un ascendant. Je sais exactement comment il se comporte. Et même si je lui laisse l'opportunité de me répondre, il a des choix, là. Hein. Il fait, tu sais, dans le sens où... et même, tu vois, ouais, je sais pas, peut-être que... Non, je me perds pas... on se perd pas. On se perd toujours dans un processus de composition en général. Mais je dirais pas que je me perds dans la technologie. D'ailleurs, c'est même pour ça que je suis très minimale dans la manière que j'ai d'utiliser la technologie. Je vais ultra à l'essentiel. Moi, le moins j'ai de logiciels, le mieux je me porte. Le moins j'ai de plugins, le mieux je me porte. C'est Super Collider. C'est un gramophone, that's it. OK, oui. Puis évidemment que c'est quand même beaucoup d'aspects techniques. Je me suis arraché les cheveux. Mais je sais comment faire, puis je me perds pas trop. Okay. Parce que je prends pas de plaisir à me perdre dans la technologie. Oui, parce que quand tu arrives à composer, des fois, tu peux faire face à ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, où, par exemple, l'univers est tellement grand, tu sais, il y a tellement de logiciels, de plugins que tu peux télécharger, puis des fois, peut-être, tu peux passer la journée longue à juste faire ça. Et
sans jamais faire de choix après. Mhm. Donc, ça peut être difficile. Est-ce que toi, tu fais face des fois à ces problèmes-là? Bah oui, parce que en fait, dans Super Collider, tu peux tout faire. Donc, à un moment donné, c'est sûr que des fois, moi, tu me mets devant Super Collider, tu me dis fais quelque chose. Je dis, oula, attends, il faut que je réfléchisse, je sais pas. Super Collider aussi, ce que j'adore, c'est que c'est un logiciel qui est tellement adaptogène, flexible, que tu as 1000 manières d'arriver au même résultat. Donc, oui, moi, des fois, oui. Mais je veux dire, tu as pris le cours aussi, puis programmer, c'est aussi beaucoup de temps à chercher des solutions. Avant d'avoir vraiment du son qui t'intéresse, c'est chercher des solutions, c'est chercher des solutions. Et oui, évidemment qu'il y a énormément de temps là-dedans. Puis, tu vois, moi, j'essaie toujours de trouver un équilibre dans le sens où quand ce temps-là de gosser avec du code dépasse vraiment largement processus plus de composition, ça me saoule. Mhm. Je Est-ce suis que pas tu prends un patiente. break dans ces temps-là? Non, je me ou, dis, ça veut dire que je suis pas dans la bonne direction. Ok. Comme... Ouais, non, je suis pas patiente là-dedans dans le sens où, oui, j'utilise un logiciel de programmation, puis j'aime programmer parce que j'aime la pensée algorithmique, mais je suis pas une programmeuse, je suis pas une codeuse, je suis artiste, je suis compositrice. Donc, à un moment donné, si 80% du projet, c'est gosser sur du code, je me suis plantée. Donc, moi, il faut que je trouve les solutions les plus rapides, les plus simples pour comme vite arriver à un ton résultat. résultat, Ouais. ouais. Puis ça, c'est quand même quelque chose que de plus en plus tu développes. Mais ça m'est arrivé de passer du temps et de me dire, la prochaine fois, je m'y prendrai autrement. Parce que j'ai perdu trop de temps à faire ça. Puis finalement, ça m'a pas apporté grand-chose dans le processus. Et justement, dans cette pièce pour le gramophone, comment as-tu travaillé les enregistrements de perroquets? Alors, il n'y a pas de perroquet. Aucun perroquet? Et non. Oh, le titre. C'est le... Eh Oh, oui. non. Ah, je suis chiante. Hein, il est où le perroquet? Il n'y en a pas. Non, mais alors, le titre, je dois le dire, c'est la chose dont je suis la plus fière de cette pièce. Je suis vraiment fière de ce titre parce que c'est pareil. En fait, ce titre-là est né d'une citation de Johnson Eldridge, qui était le patron de la Victor Records, début des années du XXe siècle. L'histoire, c'est qu'il y a un employé de Émile Berliner. Justement, j'adore qu'on fasse le podcast ici, puisqu'on a le musée des Ongles qui est pas loin. Mais c'est ça, parce qu'on est dans Saint-Henri, on est dans l'édifice RCA, oui, où il y a le musée des ondes, que tu nous parlais en arrivant ici. C'est quoi ce musée-là? Musée des ondes Émile Berliner. Oui. Qui est vraiment un musée sur l'histoire de la reproduction sonore, et surtout à Montréal, qui a comme vraiment un gros héritage de ça, donc c'est quand même assez cool. Et bref, je sais plus ce que... Oui, voilà. Donc, Eldridge Johnson, patron de la Victor Records. Il y a un employé de Émile Berliner qui vient le voir et qui lui fait écouter un jouet gramophone. Non, jouet phonographe, pour être précise. C'est quoi la différence? Entre phonographe et gramophone? Oui. Phonographe, c'est... il lit des rouleaux de cire. OK. Le gramophone lit les disques. OK, je comprends. C'est là, mais ils font la même chose. Puis c'est ça, le phonographe, tu peux graver aussi, ce que tu peux pas faire avec le gramophone. Donc, c'est ça, il lui fait écouter un jouet phonographe. Puis là, Eldridge Johnson lui dit que ça sonne comme un perroquet partiellement éduqué avec un rhume. Et moi, là, je me suis dit, waouh, c'est une des plus belles citations que j'ai jamais vues de ma vie, parce que ça, déjà, genre, moi, je suis absolument là-dedans, c'est-à-dire comme les liens entre technologie, nature. Donc là, j'avais comme quelqu'un qui vient me mettre en une seule phrase une comparaison ultra intéressante entre une technologie de reproduction sonore qui sert à enregistrer les oiseaux, et il compare ça avec un perroquet qui n'est pas n'importe quel oiseau, puisque c'est un oiseau qui est capable d'écouter son environnement et de l'enregistrer et de le reproduire, en disant comme un perroquet partiellement éduqué, ce que je trouvais extrêmement drôle. Pourquoi le partiellement éduqué? Alors ça, c'est lui, hein, c'est Eldridge Johnson qui a dit ça. C'est comme « It sounds like a partially educated parrot with a cold ». Peut-être que ça avait rapport à ce que la personne disait sur l'enregistrement. Ben, je pense que c'est que ça voulait dire que, en gros, le phonographe sonnait comme de la merde. Donc, c'est comme, il sonne comme un perroquet partiellement éduqué, c'est-à-dire qu'il a du mal à répéter,
Normalement, un phonographe, c'est fait pour répéter Ouais, je vois. ce qu'on lui a donné de répéter. Un perroquet, pareil, sauf qu'un perroquet partiellement éduqué, ça ne reproduit pas exactement ce que tu lui as dit. Donc, et moi, je trouvais ça vraiment, vraiment cool. J'aime ça aussi. Donc, mais il n'y a pas de perroquet du tout, en fait. Finalement, le perroquet, pour moi, c'est vraiment... il incarne vraiment la figure de l'oiseau et de la technologie qui reproduit le son. C'est-à-dire comme c'est une espèce de figure un peu symbolique qui, pour moi, fait vraiment le pont entre les oiseaux et le gramophone, le phonographe, etc. Tu vois. Est-ce que tu as pensé à, justement... tu as réfléchi à en mettre un? De perroquet? Ouais. Non. Pas Alors, du tout. si, j'ai réfléchi. Ok. En fait, moi, c'était non. Non. Parce que c'est peut-être aussi des fois, je suis un peu chiante. J'aime pas être trop premier degré. Puis même des fois, je suis peut-être trop 5e degré. Donc, à un moment donné, comme, c'est quoi, partially educated parrot? Il n'y a pas de parrot. That's the thing. Mais non, pas de perroquet. À un moment donné, je me souviens, oh, mon Dieu, la pire chose qu'on m'ait dite pendant la résidence, qu'on me dit, oui, il faut que tu penses aussi à la scénographie et la dramaturgie. Ok. Tu voudrais pas, à un moment donné, tu sais, comme peut-être qu'il y ait... Non, mais des perroquets, genre un peu, tu sais, des faux perroquets. J'étais comme, mais non, mais tu me niaises, voyons là, donc. comme il en est hors de question qu'il y ait des Ah, ouais. perroquets. Donc, non, il n'y a pas de perroquet, on n'en entend jamais. En fait, le perroquet, c'est le gramophone. Mon gramophone partiellement Qui éduqué, répète. c'est ça. Qui répète, puis qui répète pas super bien d'ailleurs, parce que je l'ai équipé avec des trucs qui fait que genre il reproduit pas exactement, il vient créer des choses qui étaient pas censées. Donc mon perroquet partiellement éduqué, c'est le gramophone qu'il y a sur scène. Donc, c'est ça. Très cool, on a très hâte d'entendre ça en tout cas. Ouais. Le 14 mars au Conservatoire. Mhm. Dernièrement, tu as écrit une pièce, Marianne Inside My Ears, Oui. qui est sur le travail d'Ariane Anarcher. Marianne Amaché. Oui. Marianne Amaché, oui. Compositrice, artiste sonore américaine, Mhm. décédée en 2009. Qui un peu de la même crowd que Max Neuhaus, Fontana, etc. Donc, vraiment la crowd de Buffalo dans les années 60-70. Et alors déjà, par quoi commencer? Ben, moi, je peux rajouter Marianne Amacher, c'est ça? Amaché. Amaché. Ben, c'est, comme tu l'as dit, c'est une compositrice, c'est une artiste d'installation américaine. Puis, elle c'est beaucoup aussi... je pense que c'est aussi une adepte de ce qu'on appelle la distorsion auditoire, auto-acoustique. Mhm. Assez intéressant comme... je dirais peut-être spécialisation, tu sais. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, pour nos auditeurs, c'est que je pense que c'est un peu l'étude de les sons qui ressortent de notre oreille. C'était assez complexe parce que ça rentre un peu avec la psychoacoustique et on peut aller très, très loin là-dedans. Fait qu'elle fait des compositions là-dessus. Elle a fait aussi une composition qui s'appelle City Links Buffalo, que c'est genre une pièce de 28 heures. C'est pas mal. C'est un peu long. Ouais. Ouais. 13 années 70, quoi. Fait que c'est un peu ça le personnage, je pense, qui t'a inspiré pour cette pièce-là. Oui. Ok. Alors, pareil, anecdote, il y a toujours une anecdote. Ah oui. On me dit, à l'oreillette, très tard, en octobre, que je vais jouer... T'avais une oreillette? Non. Ok, non. Allez. Mais on me dit, on ne sait pas d'où, genre je reçois un mail, Ouais, voilà. Je reçois un mail, on me dit que je vais jouer dans la chambre semi-anéchoïque du CTTM au Mans. Et moi, là, j'avoue que je tire un peu la gueule parce que je me dis, waouh, une chambre semi-anéchoïque, my God, il n'y a pas d'espace, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? En plus, j'avais jamais été dans une chambre semi-anéchoïque. J'avais déjà été dans des chambres complètement anéchoïques. J'étais bien contente de ne pas jouer là-dedans parce que je supporte pas d'être là plus de 2 minutes. Mhm. Mais une semi-anéchoïque, je sais pas exactement c'est quoi le feeling. Donc, vraiment, j'avais aucune idée quel type de son j'allais pouvoir faire. Puis là, je me suis dit, bon, écoute, cherche pas, il n'y a pas d'espace, vu que, bon, chambre semi-anéchoïque, pareil pour les auditeurs auditrices, une chambre semi-anéchoïque, c'est une chambre sourde qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rebond. Donc, il n'y a pas de réverbération et en fait, ça imite la sensation acoustique d'un champ libre, okay, comme c'était à l'extérieur. C'est-à-dire que tu n'as jamais de retour.
Donc, en gros, c'est comme s'il n'y avait pas d'espace. Okay, t'as pas de retour. Donc, moi, je me dis, bon, bah, écoute, on va pas travailler des sons pour les faire résonner dans l'espace. À la place, on va venir faire résonner le corps. On va travailler des sons qui viennent faire résonner le corps. Et en fait, en poussant un peu plus loin... Le corps humain. Ouais. Ah ouais. Et en fait, en poussant plus loin, je me dis, mais on va venir travailler des sons qui font résonner le corps et l'oreille interne, en travaillant avec les émissions auto-acoustiques. Or, Marianne Amaché a travaillé, a fait beaucoup d'explorations très autodidactes, en fait, sur ce phénomène-là. Donc, les émissions auto-acoustiques qu'on appelle par produits de distorsion. Ces phénomènes-là, en fait, c'est des sons produits par l'oreille interne. Ça, déjà, c'est comme assez étonnant parce qu'on pense que l'oreille, c'est un organe qui est très récepteur, très passif, en fait. Bah, ça rentre, ça ressort pas, tu vois. C'est réceptif. Ouais, c'est ça. C'est Qu'est-ce réceptif. qui sort d'une oreille? C'est ça. À part la cire, à part C'est le- tellement impressionnant. C'est ça qui est Ouais. impressionnant. T'es là, Ben, t'es- c'est-à-dire que c'est... En fait, quand l'oreille interne, elle va être soumise à des sons purs, des sons sinuosidaux, à des fréquences en général comprises entre 1000 et 4000 Hz, à une certaine amplitude, l'oreille interne va produire des artefacts Ouais. harmoniques. C'est comme de la distorsion non linéaire. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, qui dit distorsion non linéaire dit création d'harmoniques. Okay. Donc, ce qui fait que tu envoies juste 2 ondes sinuosidales. C'est-à-dire, on peut pas... c'est un son le plus simple, entre guillemets, en termes timbral. Et ce qu'on va entendre, parce que tout le monde va entendre quelque chose de différent parce qu'on n'a pas tous les mêmes oreilles, Mhm. c'est un son beaucoup plus riche spectralement. Parce que l'oreille interne va justement créer des artefacts qui n'existent pas en fait dans l'espace physique. En fait, ce qu'on reçoit, c'est vraiment juste une onde de 1000 Hz, je sais pas quoi. Puis ce qu'on va entendre, c'est du 1000 Hz plus des artefacts. Est-ce que c'est causé par un certain battement entre ces 2 ondes-là? Non, c'est pas du battement. C'est pas le même phénomène. Battement, c'est vraiment quand on a 2 fréquences qui sont très très proches, qui vont créer en fait une espèce de moyenne avec une modulation d'amplitude. Là, l'émission auto-acoustique, c'est vraiment une réponse impulsionnelle de l'oreille interne. Et en fait, ça, donc Marianne l'a beaucoup exploré au niveau musical, mais c'est de la première à l'avoir faite. C'est vraiment une pionnière là-dedans. Puis il y a des écrits ultra rigoureux là-dessus. C'est comme elle a vraiment passé une partie de sa vie à chercher puis à expérimenter avec elle-même, en fait. De dire, OK, c'est ça qui se passe quand telle fréquence, nan. Enfin bref, c'est comme vraiment assez détaillé. Mais en fait, c'est des phénomènes qui sont utilisés en audiologie. Donc notamment, en fait, pour découvrir la surdité précoce chez les nouveau-nés. Donc on va placer, en fait, un tout petit micro à l'intérieur de l'oreille et un petit émetteur. On envoie 2 ondes sinuosidales, d'une certaine fréquence. Et là, en fait, on va voir dans le micro que l'oreille interne a produit un son en réponse à ça. Donc, ça produit vraiment un son? Oui. C'est incroyable. Mm-hmm. Wow. Bah, après, on va pas l'entendre, là, et que toi qui peux l'entendre, c'est pas assez fort, on s'entend. Mais quand hein. même, c'est possible de placer un microphone Ouais, tout à fait. dans l'oreille pour l'entendre. Puis, le microphone va le capter uniquement si l'oreille fonctionne bien. Exactement. Incroyable. Et s'il n'y a pas d'émission auto-acoustique, ça veut dire qu'il y a potentiellement une surdité. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est normal. Enfin, c'est un bon fonctionnement de l'oreille, si tu veux. Après, je pourrais pas aller plus loin que ça parce que c'est vraiment des choses beaucoup trop techniques au niveau médical et scientifique. Puis moi, j'ai pas ces connaissances-là. Mais en fait, c'est ça. En me disant, je vais travailler sur les émissions auto-acoustiques, ça me donne une super belle occasion de rendre hommage au travail de Marianne Amaché, que j'admire beaucoup et qui a malheureusement pas eu autant de succès pendant de son vivant. Et bref, c'est un peu comme ça qu'est née la pièce. Mais finalement, c'est grâce à la chambre semi-anéchoïque que m'est venue cette idée-là. Et donc, voilà, la pièce, en fait, il y a 3 aspects du travail de Marianne que je voulais souligner. Il y avait d'abord un travail sur les dynamiques d'amplitude. C'est vrai que Marianne, c'était quelqu'un qui était un génie de la dynamique. Je ne sais pas trop comment expliquer autrement, mais une pièce de Marianne, il va y avoir autant des moments extrêmement intenses que des moments à la limite de l'audible. Et la manière dont elle compose ça dans le temps, je trouve ça assez
incroyable. Il y a aussi donc, tout un travail sur une structure temporelle qui est très Pardon, j'arrive plus à parler. Il est tard, une structure temporelle qui est inspirée de l'environnement sonore et de marches sonores. Donc, parce que Marianne Amarché, c'était quelqu'un qui s'inspirait beaucoup justement de l'environnement sonore pour composer. C'est-à-dire... Alors là, c'est mes mots à moi. Je ne sais pas si elle le percevait pareil, mais c'est quelque chose qu'on a en commun, parce que moi, c'est un peu pareil. C'est l'environnement sonore qui est ma source première d'inspiration quand je compose. Et moi, ce que j'aime dans l'environnement sonore, c'est qu'on a cette espèce de pseudo-hasard. Donc, on va avoir des choses régulières, répétitives, puis on va avoir des choses comme complètement imprévues et des choses pseudo-imprévues. C'est-à-dire comme on s'y attend, mais on n'est pas sûr, etc. Puis, exactement. Voilà. Ouais. Et moi, c'est ça que j'adore. Puis c'est comme ça, à chaque fois que je pense une pièce dans la durée, c'est comment je fais pour comme avoir assez de degrés de répétition qui installent dans une espèce d'écoute quand même assez confortable. Puis comment je fais pour arriver à un moment donné, shift quelque chose dont on ne s'attendait pas, mais qui finalement fait quand même sens une fois que ça a été... Ah ouais, non, ça fait sens que ce soit là. l'attention. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on est dans un truc qui est quand même assez contemplatif. L'environnement sonore, c'est pas le truc le plus... L'attention peut être très distraite, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, l'attention distraite. C'est comme on peut écouter en étant distrait. Pour moi, c'est pas du tout un problème, c'est même très cool. Et comment, à un moment donné, comme Ah ouais, c'était cool ça. Je me rends compte, ça fait peut-être 10 minutes que j'écoutais à moitié, puis là, paf, il y a comme quelque chose qui te remet un peu dedans. Donc bref, il y a tout un travail là-dessus. Et enfin, il y a des moments, des moments ponctués, de moments très intenses, très forts, de motifs rythmiques, où j'utilise des ondes sinusoïdales avec des fréquences particulières qui viennent créer justement cet effet de distorsion. C'est très intense. Oh. C'est pas super agréable. Oh là. C'est la première fois de ma vie que je fais une pièce où j'ai peur, parce que c'est pas une pièce super agréable à écouter. Et je l'ai pas fait comme Marianne, parce que Marianne, elle le faisait d'une manière qui est, je pense, complètement illégale et terroriste. C'est-à-dire que les pièces de Marianne, c'était trop fort. Ah, c'était fort. C'est trop fort. Okay. C'est des expériences comme pas agréables du tout, puis tu penses que tu vas mourir. Là, genre, même si tu bloques les oreilles? Oh, ouais, tu bloques du coup, tu bloques. Tout le monde bloque, là. Ouais. Mais Marianne, elle y allait pas de main morte, puis c'était long. C'était pas comme 3 minutes de très fort, c'était 30 minutes. 28 heures, c'est sûr que ça garde le public en haleine. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc moi, j'ai fait du bébé Marianne parce que je suis trop timide pour faire des choses qui vont faire mal aux oreilles des gens. Puis c'est une bonne idée, je pense, de faire attention. I guess, il me semble. Peut-être qu'il y avait un message aussi à faire passer. Tu sais. C'est peut-être pour ça que justement, elle y allait d'un côté anarchiste. Ouais, c'est clair. Mais moi, en fait, ce que j'ai choisi, c'est de parler avant la pièce. Alors, ce que je fais jamais. Et là, en fait, moi, je parle pendant un petit 5 minutes avant de présenter la pièce pour expliquer ce qui va se passer, parce que je veux pas que les gens soient surpris ou surprises. C'est-à-dire comme, voilà, c'est quoi l'effet qui va se passer. C'est parce que ça... En fait, les émissions auto-acoustiques, ça fait un effet un peu de bourdonnement dans l'oreille. Ça peut faire peur, mais il n'y a rien de grave. Tu as l'impression que tu es comme, oh mon Dieu, mais c'est pas grave du tout. C'est vraiment juste... C'est des émissions auto-acoustiques plus ton canal auditif qui rentre en résonance. Donc, il y a un effet de bourdonnement. Puis, en effet, c'est fort, mais c'est pas dangereux pour l'audition. Mais moi, je préviens les gens dans le sens où je pense que c'est pas cool de pas prévenir quand il va se passer. C'est un peu comme du trigger warning, si tu veux. C'est comme, OK, voilà ce qui va se passer. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de jouer avec le phénomène. C'est-à-dire venir jouer avec ces pavillons d'oreilles. Puis ça va venir amplifier le phénomène, puis fait que tu vas vraiment percevoir toutes les différences de phase, de timbre que tu peux faire toi-même. Genre, tu sais, c'est le même son que tu reçois, mais juste en venant jouer avec tes oreilles, tu viens créer toi-même la pièce. Donc moi, j'essayais de faire un peu une espèce de médiation. Puis même pendant que je performais, moi, je le faisais. Donc je venais bouger la tête dans différentes directions, je venais jouer avec mes pavillons d'oreilles pour vraiment comme essayer d'impliquer le public avec moi dans cette exploration-là des émissions auto-acoustiques. Mais c'est sûr que c'est pas du son sur lequel tu t'endors, quoi. C'est un peu, ça pique un peu, ça gratte, tu vois, ça gratte. Ouais. Puis toi, tu crées des mélodies avec ces sons-là? Alors, mélodies... peut-être pas des mélodies, mais je sais pas, ouais, mais en fait, c'est ça. Le plus gros du travail, ça a été d'analyser les pièces de Marianne. De moi voir un peu ce que ça faisait, etc., d'analyser aussi au niveau spectral, de lire ses écrits, genre tout ce qu'elle a écrit sur le truc là, de comme 2F sur F moins nanana, ça fait tel truc. Donc moi en fait,
j'ai fait des tests, vraiment des tests de, OK, si j'ai du 1002, que je fais du 1200 Hz, je veux dire 1200 Hz, que je fais du 1300, qu'est-ce qui se passe? OK, si je les fais comme ça, genre si je les fais s'alterner, si je les fais gauche-droite, si je les fais les deux à gauche. Donc ça a été vraiment une espèce d'étude de ce que Marianne appelait des géographies perceptuelles, OK, comment je viens créer ces effets de distorsion-là, avec quel type de hauteur, est-ce que plus ou moins rapide, plus ou moins répétitif, est-ce que je fais beaucoup d'effets spatiaux et finalement non, il n'y a presque pas d'effets spatiaux, c'est trop horrible, là ça te donne envie de vomir quand ça bouge dans tous les sens parce que c'est déjà assez intense. Donc les sons sont placés dans l'espace mais ne bougent pas. Je pense qu'il y en a un qui bouge, il y en a un, on l'entend bien bouger d'ailleurs, mais puis ouais, en tout cas je sais pas si je vais le garder celui-là, mais c'est ça ce qui fait qu'en fait même en bougeant la tête c'est comme tout change, c'est-à-dire que tu sais, ce que j'en vois, c'est tellement simple. C'est des ondes sinusoïdales qui ne bougent pas dans l'espace. Toi, juste le fait d'être là, de bouger la tête... Ça change tout. Tu composes, tu vois. La pièce, elle se compose grâce à tes oreilles. Puis ça, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Chaque personne peut sculpter sa propre expérience. Exactement. Puis toi, qu'est-ce que tu fais à l'avant, puisque c'est une perfo? Oui, c'est une performance. Donc, moi, en gros, donc, toute la performance est basée dans l'environnement de programmation Super Collider. Donc, en gros, moi, la manière dont je l'explique quand je fais une performance avec Super Collider, c'est, tu vois, un synthétiseur modulaire. OK? Quelqu'un qui fait de la synthèse modulaire, il n'arrive jamais sur scène sans que ce soit pré-patché. On s'entend? T'arrives, c'est pré-patché. Et là, avec ton pré-patch, tu viens interagir avec ton système modulaire. Super Collider, c'est la même chose. Il n'y a que dans le cas du live coding où tu arrives vraiment en page blanche, mais ça, c'est complètement un autre type de processus créatif. Mais en fait, tu arrives, puis tu as déjà pré-patché. C'est-à-dire que moi, la grosse partie de la compo ou de la conception de la performance, ça a été de coder, de programmer, en fait, ma performance. Donc, c'est comme si tu venais pré-patcher tes choses. Puis, une fois que tu as pré-patché, tu arrives, puis tu joues. Donc là, moi, j'ai choisi d'avoir un iPad. Donc, je faisais avec ce qu'on appelle un protocole de communication OSC. Et puis là, je modulais... beaucoup de paramètres à la mitaine. C'est quelque chose de très... C'est une pièce qui est très, très dans le détail. Donc là, pour le coup, tu vois, contrairement à la performance de A Conversation Between a Partially Educated Parrot and a Machine, où il y a quelque chose de très dans la gestuelle, presque de très dramaturgique, là, on a quelque chose où il y a une posture super minimale. C'est chirurgical. C'est chirurgical, ouais. Puis le seul geste que je fais qui est très fort, c'est le fait de bouger la tête. Et à un moment donné, faire des pauses, écouter, puis être comme, OK, qu'est-ce que je reprends, tu vois. Mais il y a vraiment une espèce de... C'est presque méditatif, en fait. Donc ça, c'est ce que je fais sur scêne. Dans le sens où c'est pas obligé de regarder, les gens peuvent fermer les yeux. Parce que là, on est dans le processus de création. Là. Est-ce que t'as fait face à certaines contraintes dans ce projet-là ou c'est partiellement les mêmes que, par exemple... la composition, je pense pas que c'est la même chose, là. A Conversation Between a Partially Educated Parrot. Oh, rien à voir. Une machine, non, ça n'a rien à voir. Hein? Non, parce qu'il y avait un aspect technique beaucoup plus simple dans Marianne Inside My Ears. J'avais pas de lutherie numérique à faire, mais c'est long là, les lutheries numériques, oh my god, c'est tout un autre... C'est vraiment un travail bien particulier. Là, c'était du repos, j'avais juste à programmer, quoi. J'avais pas... et puis à programmer directement du son, j'avais pas à faire des interfaces physiques. Donc, non, je dirais que ce qui a été... bon, comme d'hab, en tout cas, moi, ça m'arrive toujours, je pense que ça arrive à beaucoup de gens, beaucoup plus long que ce que je pensais. Hein, moi, je pensais que j'allais faire ça parce que c'est bon, je vais coder des patterns dans Super Collider, je sais le faire. Oula, c'était long. C'était long parce qu'en fait, c'était long, puis c'était beaucoup de... Bah, c'est ça. Toi, tu sais, parce que tu vois un peu l'environnement, mais c'était beaucoup d'organisation du code, en fait. Parce que j'arrivais avec des choses assez monstrueuses, parce que je travaillais avec beaucoup de fréquences différentes, avec beaucoup de paramètres différents. Puis en fait, le plus long, ça a été vraiment d'organiser mon code.
Et ça, c'est toujours quelque chose que je sous-estime. Mais comme tu as fait usage de la comment on appelle ça? Géographie perceptuelle. perceptive, ouais, c'est ça. Mhm. Mais ça, c'est... J'ai de la misère à voir comment tu as réussi à faire ça. Est-ce que tu faisais ça chez toi? Non. J'ai été en résidence. OK. J'étais en résidence à Sporobol pour faire cette pièce-là. Donc, c'est vraiment des conditions exceptionnelles. Moi, je savais que au Mans, à la Biennale du Mans, j'allais jouer sur 30 haut-parleurs. Okay. Donc, moi, quand j'ai reçu le schéma, c'était 3 cercles de 10 haut-parleurs superposés. Moi, j'avais pas d'intérêt pour cette pièce-là à travailler de haut en bas, à faire de la 3D. Donc, en fait, j'ai travaillé en 10 canaux que j'ai juste comme multipliés, si tu veux. OK. Donc, moi, je suis allée à Sporobol, j'ai quand même, moi, ils ont assez de matériel pour avoir 10 haut-parleurs. Et puis, c'est des super bons, en plus, des super bons Genelec qui ont comme des super beaux aigus. Puis, comme, justement, je travaillais avec beaucoup d'aigus. C'était comme ciselé, c'était parfait. Donc non, j'ai pas du tout travaillé chez moi au casque ou rien. J'ai pu travailler dans l'espace directement. Et puis ça a tout changé parce que c'est vraiment un travail d'espace aussi. Plus que... Enfin, tu peux l'écouter au casque, mais tu vas moins avoir cet effet-là au casque. Puis d'ailleurs, en fait, tu vas presque plus avoir mal à la tête qu'autre chose, je pense, que dans l'espace. Donc, non, mais c'est pas la même expérience non plus. Non, c'est clair que non. Puis t'as dit que c'était 10 haut-parleurs, c'est ça? Bah, moi, au Mans, c'était 30 haut-parleurs. Et moi, je l'ai fait sur 10 canaux. La spatialisation, elle est genre... il y en a pas mal. Hein? Ouais. T'sais, je pense à la faculté de musique, dans les studios de Musnum. Je pense qu'il y a un dôme de 12 haut-parleurs. Il y en a un de 32. 32? Oui, le B187. Oui. Ah oui, B187, ils ont 32, c'est vrai. OK, fait que c'est dans un peu similaire à celui-là, j'imagine. Non, parce qu'en fait, si tu veux, il n'y avait pas de son qui venait du dessus. OK. Au Mans, c'était vraiment un cercle de... En fait, c'était des colonnes. Donc, tu en avais un qui était au sol, un qui était à hauteur d'oreille, puis un qui était à 2 mètres de haut. Donc ça faisait 3 haut-parleurs, puis tu en avais x10. Okay. Donc, ça revenait pas au-dessus, si tu veux. Puis, moi, j'ai envie de te dire, il y a quelque chose quand même de... La manière dont je travaille la spatialisation, en tout cas pour cette pièce-là, est très facilement adaptable avec Super Collider. C'est-à-dire que moi, au tout début, j'ai pas eu accès à 10 haut-parleurs, j'ai eu accès à 6. Mais c'est pas grave, je travaillais avec 6. Puis après, j'ai changé une ligne de code, puis c'était 10. Ça, c'est quand même le truc cool. C'est que, vu que... C'est quand même... La manière dont je travaille la spatialisation avec Super Collider me permet de passer... Puis, tu vois, cette pièce-là, je l'ai refaite. Ensuite, j'étais à Dublin pour la jouer, puis cette fois, je l'ai faite en stéréo. Puis, ça m'a pris 2 petites secondes de comme adapter le code pour de la stéréo et pas pour 10 canaux. Ouais. Puis, l'effet fonctionnait aussi bien? Non, moi, je trouve pas. C'est ça que je me demandais. Est-ce que cette pièce-là peut être reproductible dans d'autres espaces? Carrément. Bah, alors, c'est sûr que là, d'être dans la chambre semi-anéchoïque et de travailler... ce qui était génial, c'est que c'est découpé au ciseau. Quoi. C'est hallucinant. T'as aucun rebond, donc t'as l'impression que c'est des faisceaux qui arrivent aux oreilles. Quoi. Il y a comme... Après, travailler dans une salle très réverbérante, je pense que c'est clairement pas la pièce pour. C'est pas le genre de pièce que je présenterais dans une salle très réverbérée. Mais travailler dans une salle acoustique pas traitée, avec comme un délai à peu près raisonnable, ça marche aussi, mais ça amplifie. Donc là, moi, tu vois, à Dublin, quand j'ai fait le soundcheck, j'étais comme waouh, ça pique. Là, il a fallu que comme je règle un peu des trucs au niveau du mixage, parce que vu qu'il y a la pièce en plus qui vient amplifier parce qu'on a des rebonds, ça peut devenir intense pour les oreilles. Ouais, c'était un peu intense selon moi, malgré le fait que c'était juste une stéréo. Donc, il y avait quand même l'espace qui venait amplifier toutes ces fréquences-là. Puis oui, selon moi, évidemment, ça marchait vraiment moins bien. Mais après, c'était des gens qui n'avaient pas pu faire l'expérience au Mans, donc personne ne savait à part moi que ça marchait moins bien. C'est la meilleure expérience. C'est ça. Qu'ils avaient de cette pièce-là. Exactement. En tout cas, ça donne vraiment le goût d'aller voir ces pièces-là en show. Merci beaucoup pour ces conversations-là. C'est vraiment des concepts super intéressants. Ça donne vraiment le goût. La dernière pièce, dernière question, là, c'est quand est-ce qu'elle va sortir, Marianne Sainte-Maïs? Alors, les dates sont pas encore officielles, mais il semblerait que je vais la jouer pour la Nuit Blanche, le 2 mars, aux Ateliers Belleville. C'est mal fun. Ouais.
Donc voilà, c'est pas encore sorti officiellement. Et potentiellement en avril à Sporobol. OK. C'est ça. Mais dès que ce sera officiel, ce sera communiqué. Mais ouais. Nice. Cool. Alors, on se donne rendez-vous là. Ouais. On se donne rendez-vous le 14 mars. Merci beaucoup, Estelle. Merci à beaucoup, vous. Martin. Merci à tous. Puis nous, on se voit dans un autre épisode du podcast. Bonne semaine, tout le monde.